m'appelle Julien Royot, j'ai 40 ans et je suis gérant de la société, enfin de la franchise Rent-A-Car sur Montluçon. Donc je loue des véhicules utilitaires et des véhicules particuliers. Voilà. On avait mis en place, j'avais réservé, là c'est plein, donc j'avais réservé 6 véhicules que j'ai prêtés au personnel soignant pendant la durée du confinement, pour tous ceux qui en avaient besoin. C'était le 17, le jour du début du confinement. J'ai regardé mon parc de véhicules, je me suis rendu compte que tout était dans le garage. Et je me disais que finalement ça ne servait à rien que ça reste dans le garage et que si on pouvait éventuellement faire profiter les gens, ça aurait été pas plus mal. Et puis il est venu comme ça, de faire profiter aux gens qui travaillaient et qui en avaient réellement besoin. Voilà. On n'a pas trop d'activité, ça n'a pas trop d'impact, mais j'espère que ça va quand même essayer d'apporter un peu de monde, de faire connaître aussi un peu l'entreprise, mon activité, et puis voilà quoi. C'était surtout pour eux, pour les faire, c'était pour essayer d'avoir un geste un peu, un peu altruiste quoi, qu'on puisse leur partager un petit peu ce qu'on avait. Voilà. Mon secteur, et je pense dans pas mal de secteurs, qu'aujourd'hui les gens reviennent plutôt vers les petites structures que d'aller dans les grands soit centres commerciaux ou autres. Nous, on a énormément de concurrence sur tout ce qui est grandes surfaces, etc. Et j'aimerais bien que les gens se souviennent qu'il y a des petites structures qui font bien leur métier, qui sont largement compétitifs, quoi. Qu'on puisse continuer à avoir un peu d'activité autre que sur les grandes structures. Ma petite pierre à l'édifice a aidé beaucoup de gens, alors je suis relativement fier et puis je remercie surtout tout le monde, tous ceux qui ont relayé ma vidéo pour que ça soit vu par tout le monde et que tout le monde ait pu bénéficier du véhicule. Voilà. Je m'appelle Mathieu Dupont de Dinchin, je suis employé de la SPL 277 qui est la société publique locale qui gère l'écocentre, anciennement base militaire de Varennes-sur-Allier. Et au sein de cet espace qui est devenu une zone d'activité, on a créé un Fab Lab et un tiers-lieu, donc un espace de coworking et un Fab Lab pour permettre à tout un chacun de venir créer des projets, concrétiser des idées et apprendre en faisant. Et donc je suis entre autres Fab Manager de cet espace, je gère cet espace et je m'occupe des machines et d'aider les gens à fabriquer des choses. Pendant le confinement, donc le Fab Lab était fermé. Par contre, au niveau national, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été lancées de gens qui sont mis à fabriquer des dispositifs de protection pour les personnels soignants et les gens en contact du public. Donc, on a décidé de participer à ce mouvement. Donc, on a lancé la fabrication de visières de protection. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on les voit bien sur la photo. Donc, c'est des modèles qui sont découpés à la découpeuse laser et qu'on peut mettre en fait comme ça sur la tête. C'est en complément d'un masque. Ça permet d'éviter les projections et on les donne gratuitement aux personnels soignants qui en ont besoin, aux gens en contact avec le public, commerçants, entreprises, voilà, depuis maintenant une quinzaine de jours. 1300 de fabriqués. Donc on en a distribué 990, j'ai mon tableau sous les yeux. Et voilà, il nous en reste encore quelques-unes à distribuer. On a des demandes qui arrivent régulièrement, donc il y a beaucoup de besoins là-dessus. Ça nous a obligés à changer notre manière de travailler, parce que d'habitude on fait plutôt des toutes petites séries, on ne fait pas des grosses séries de milliers de pièces. Ça nous a obligés à nous mettre très vite en relation avec beaucoup de partenaires, puisqu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Donc on a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider à monter les visières, parce que nous on les découpe et puis il faut les monter aussi. Et il a fallu contacter aussi toutes les personnes qui pouvaient en avoir besoin. Donc là-dessus, on s'est appuyé en fait sur la communauté de communes, la mairie, les réseaux de médecins, de pharmaciens, pour essayer de faire remonter le plus rapidement possible les besoins. Et ça a permis de faire connaître notre activité à tout un public qui n'était pas forcément touché par ce qu'on faisait avant.
l'activité et la solidarité à la fois au niveau local et au niveau national. Donc nous, on a trouvé, comme j'ai dit, tout un réseau de bénévoles pour monter, mais au niveau national, il y a eu beaucoup de collaboration entre Fab Lab, au sein du réseau français des Fab Labs notamment, entre makers, il y a eu des groupes Facebook qui sont créés, il y a eu des sites pour mettre en relation producteurs et utilisateurs. Et toute cette dynamique, on espère qu'elle va continuer, parce que ça a permis de montrer, au niveau national, on estime à plus de 300 000 visières qui ont été fabriquées entre les Fab Labs et les makers indépendants. Et donc on espère que toute cette dynamique de mise en réseau, d'activités communes, d'échanges, de partage, va continuer et va continuer à accroître notre visibilité en fait, et le fait que les Fab Labs sont des acteurs locaux, mais en réseau national et mondial. Et donc cette visibilité, on espère qu'elle va continuer. Cette importance qu'on a pu avoir, on espère qu'elle va être reconnue. Donc ça, on espère que ça va changer au niveau de l'impact qu'on peut avoir, et pour faire simple. Je m'appelle Nicolas Belmont, je suis consultant et formateur en marketing. Je suis aussi animateur auprès des jeunes publics. Et en fait, aujourd'hui, donc, on ne va pas parler de moi en effet, on va parler de Libressol, qui est une association avec 2 buts principaux. Le premier, c'est donc former et équiper donc des populations qui n'ont pas les moyens par du matériel informatique. Et son deuxième but, c'est de faire découvrir et donner accès à toute une panoplie de logiciels libres, respectueux des droits privés, pour découvrir en fait les systèmes, notamment GNU Linux. La crise du Covid-19 a en effet mis sur le devant de la scène des inégalités, notamment par rapport à l'équipement informatique et l'accès à Internet. Problème majeur par rapport à des familles et des enfants qui se sont retrouvés en situation de déscolarisation. Notre mission a donc été tout simplement de les équiper en matériel informatique, donc de fait d'organiser des distributions, et avant ça bien sûr de la récupération de matériel, et ensuite de la réinstallation de ce matériel pour le remettre à jour via donc des plateformes GNU Linux. Le système d'exploitation que nous utilisons s'intitule MX Linux. Et il permet de couvrir à peu près n'importe quel besoin en termes de bureautique, d'accès web, et notamment de mise à jour de machines, même si elles sont parfois un peu vieillottes, elles peuvent avoir 5 ou 6 ans, c'est pas un problème pour Linux. Cette initiative solidaire, en fait, elle est venue de plusieurs constats. Le premier constat vient du fait que dans notre société, il y a quand même un paquet de matériel informatique qui est tout simplement mis au rebut, ou alors qui est remplacé. C'est des parcs machines entiers de différentes entreprises, par exemple, ou institutions. Et heureusement, on a eu la chance, notamment via Vichy Communauté, de pouvoir avoir accès à ce parc machine qui était vieillissant, mais tout à fait utilisable. En fait, l'initiative n'a pas changé grand-chose par rapport à l'association. Par contre, il a fallu se mettre en action très rapidement et prendre des décisions très vite. Simplement, par contre, ce qu'on a observé, c'est que ça changeait énormément de choses autour de nous, dans ce qu'on peut appeler l'écosystème, c'est-à-dire que nos partenaires se sont mis à utiliser beaucoup plus de logiciels libres qu'auparavant, puisqu'ils étaient principalement basés sur des logiciels propriétaires. Deuxièmement, et aussi des logiciels beaucoup plus sécurisés d'ailleurs et beaucoup plus respectueux des droits privés. Deuxièmement, ce que ça a changé aussi, c'est toutes ces familles qui ont pu se rééquiper et qui ont enfin aujourd'hui accès à Internet et accès surtout à l'informatique, et qui peuvent, comme tout un chacun, la plupart d'entre nous, se connecter à Internet, faire des recherches, suivre tout simplement des cours via le web pour avoir accès et recréer du lien avec leurs professeurs. Je l'envisage justement de plus en plus solidaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un feu de paille, il ne faut pas que ce soit un élan d'une période de confinement. Il faut vraiment que ces besoins, que ces personnes-là qui sont donc non équipées puissent avoir accès au quotidien, toute l'année, à ces machines informatiques et à ces modes de connexion via Internet. J'aimerais surtout en fait, et j'espère, je souhaite que tous les utilisateurs et utilisatrices de solutions GNU Linux propagent toutes ces belles graines de liberté, et que tout simplement de plus en plus de personnes se mettent à des plateformes qui soient non propriétaires. Bonjour, je suis Julie Jossé, cofondatrice du groupe Le Marché du 15 sur Facebook.
cofondatrice puisque dans cette aventure nous sommes deux. Il y a également mon amie Céline Filiol qui elle donc vit sur le bassin d'Aurillac, est infirmière en réanimation à l'hôpital aussi d'Aurillac. Moi j'ai vécu toute ma vie dans le Cantal à Mauriac et j'ai vécu 10 ans et travaillé donc à Aurillac également. Aujourd'hui je suis en Corrèze où j'ai également créé un groupe de ce type-là avec la base de la solidarité pour nos producteurs locaux. Donc lorsque Céline m'a appelé pour créer la même chose dans le Cantal, j'ai pas hésité une seule seconde à la rejoindre dans l'aventure. Aujourd'hui on se rend compte que ça fonctionne très très bien puisque nous avons plus de 7900 membres, on va passer la barre des 8000 très très prochainement. Pourquoi ce groupe ? Ce groupe parce que nous avions des amis qui du jour au lendemain se sont demandé comment ils allaient écouler leur stock de marchandises lorsque les restaurants ont fermé, lorsque les cantines ont fermé, comment ils allaient continuer à pouvoir écouler leurs marchandises, leur production. Et quand on discutait avec nos amis et qu'on entendait ça, ça nous faisait mal au cœur et on s'est dit pourquoi ne pas rétablir le circuit court ? Pourquoi ne pas l'intégrer dans notre vie de confinement ? Pourquoi ne pas l'apporter directement sur un plateau aux consommateurs, puisqu'il faut bien continuer à consommer malgré le fait que nous soyons confinés. Donc aujourd'hui, lier la solidarité et l'utile, ça ne nous paraissait pas compliqué du tout. Et ça ne l'était pas puisqu'aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Comme je vous le disais, 7900 membres, c'est pas anodin. Et si les gens ont tilté, si les gens ont participé, si les gens ont été impliqués sur ce groupe-là, c'est parce qu'ils aiment ce circuit court et la production locale. Et c'est parce qu'ils aiment aussi rendre service et que tout le monde est solidaire. Voilà. Donc ce groupe fonctionne, ce groupe lie consommateurs et producteurs et nous sommes très fiers de pouvoir faire connaître nos producteurs locaux et continuer à les faire vivre dans cette crise et les aider un petit peu à notre façon à fonctionner quand même malgré le fait que tout soit fermé. Bonjour, je suis Céline, cofondatrice du marché du 15 avec mon amie Julie Josset. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du plaisir que j'ai eu à voir l'entraide et la solidarité au niveau local. Toutes les choses qui se sont mises en place, je pense que ça a engendré une réelle prise de conscience, une modification de la consommation. Ça a permis aussi de révéler les acteurs majeurs de notre agriculture locale. Ça a permis aussi à des gens d'être satisfaits au niveau alimentaire, de par toutes les choses que nos agriculteurs, nos producteurs, nos primeurs ont pu mettre en place afin de satisfaire toutes les demandes, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses, que ce soit en termes de livraison, de demandes, de diversité de produits. Est-ce que on se rend compte de la diversité de produits qu'on peut avoir sur notre territoire en Auvergne, à Aurillac, dans le Cantal. Je suis ravie d'avoir pu mettre tous ces acteurs locaux à l'honneur et que cette crise ait pu permettre autant de solidarité. Je pense que cette prise de conscience a vraiment mis en avant et fait découvert aux personnes en tout cas qui consomment actuellement local, qu'il était temps de réfléchir sur notre mode de consommation, sur les produits qu'on consommait, sur la manière dont ils étaient produits, que ce soutien local était très important. Je suis ravie que ça ait peut-être pu permettre à certains producteurs de passer le cap difficile, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue financier. Je suis ravie d'avoir pu les aider, d'avoir pu aussi aider les membres et les consommateurs à découvrir de magnifiques produits. J'espère en tout cas pour la suite que toutes les choses qui ont été mises en place vont perdurer, que notre consommation va être différente, que les gens vont envisager les choses sous un angle nouveau et qu'ils se seront rendus compte que consommer local était important pour l'économie d'une région, pour l'économie tout simplement du pays, pour des producteurs qui se démènent tous les jours pour nous offrir de merveilleux produits. J'espère que cette prise de conscience perdurera, que les gens n'oublieront pas tous les efforts qui ont été faits pour eux, pour que leur panier soit livré devant leur porte, qu'ils n'oublieront pas le goût des produits qu'ils ont eu dans la bouche. En tout cas, moi et Julie,
On est ravis d'avoir pu participer à cette action majeure, à cette action locale, à cette solidarité. Voilà, en tout cas, pour ma part, ça m'a fait découvrir des producteurs qui étaient parfois juste à côté de chez moi et que je ne connaissais même pas. Ça m'a permis de découvrir de merveilleux produits et je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc à tous, merci. Je reprendrai une phrase qui a été dite sur le marché du 15, consommer Cantal, c'est l'idéal. Voilà, alors je pense que c'est peut-être ce petit slogan qui va rester de tout ça. Et je voulais remercier tout le monde, remercier les membres qui ont été de vrais consommateurs de produits locaux. Je voulais remercier tous nos producteurs pour tous les efforts mis en œuvre pour nous servir. Et voilà, juste merci, parce que cet élan de solidarité pendant ces périodes de crise, croyez-moi, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Nous sommes les managers de w6design.com, qui est une société de conception et de fabrication numérique d'objets du quotidien, standard et sur mesure, à vocation locale. Nous venons du monde des makers, qui est effectivement, parce qu'on a conçu et fabriqué des imprimantes 3D avant. Smart Friends, qui était smartfriends.com. Et donc, étant dans ce milieu-là, on a vu naître très rapidement après le confinement des projets d'un petit peu partout, très dynamiques, de fabrication dans l'urgence de visières de protection, surtout. Les masques n'ayant pas été vraiment sûrs. Les visières ont très bien prise et du coup, on a adhéré tout de suite à ce mouvement-là, puisqu'on possède des imprimantes 3D. Donc, on a pu très rapidement en distribuer, fabriquer, à l'aide du maire aussi, local, qui s'est très bien appliqué à Morse. 300 ou 400, effectivement, en une quinzaine de jours, ce qui a bien dépanné tout le monde. Voilà comment c'est parti. Comme on est en plein développement de marques locales, il se trouve que effectivement c'est très compliqué, et étant dans la fabrication numérique et dans un milieu rural, c'est pas le premier sujet qui vient à l'idée des gens. On a effectivement cette initiative nous a permis sur un second effet school de nous faire connaître vraiment. Tout le monde est arrivé en découvrant ce que c'était, ce qu'on faisait. Donc effectivement, ça a eu un effet qu'on n'avait pas spécialement imaginé au départ, mais qui est très très bénéfique. On espère que le consommant va être plus conscient de ce qu'il achète, qui est local, plus durable, moins toxique. Et par exemple, on peut fabriquer des lits et quand un morceau de lit casse, on peut juste remplacer le morceau de lit à la place de jeter, de reacheter un lit, donc de réparer, d'acheter plus local et durable. On a vu avec ce confinement un gros sentiment de fabriquer local, c'est important, c'est parce que ça s'est vu qu'on fabriquait tout en Chine. Et du coup, il y a un très fort sentiment. Donc mon espoir, c'est qu'effectivement, ce sentiment reste, perdure, s'évapore pas trop vite, qu'on puisse effectivement devenir un petit peu plus résilient et que les choses viennent où le bon sens reprenne le dessus, effectivement. Fabien Versange, cofondateur de sitew.com, un service en ligne qui permet à tous de créer soi-même son site internet ou sa boutique en ligne sans connaissance technique. L'équipe a eu 3 idées et on a décidé de les mettre toutes les 3 en œuvre. La première action concerne ceux qui avaient besoin de créer un site d'utilité publique, donc par exemple dans le secteur de la santé, ou également des instituteurs ou des commerçants. On a décidé de leur offrir nos services. Le deuxième point, c'était de venir en aide aux TPE-PME, qui étaient durement touchés par
par la crise, coincés à la maison, sans pouvoir exercer leur activité. On s'est dit que c'était l'occasion pour eux de créer une boutique en ligne ou d'ouvrir un service de drive, ou alors de coincés à la maison avec rien de mieux à faire, de faire enfin la refonte du site internet qu'ils voulaient faire depuis longtemps. Donc pour cela, on a activé toutes nos fonctionnalités dans la formule gratuite de CW. Le troisième point, c'est on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls en France, pas le seul service en ligne à faire des offres exceptionnelles dans le temps de la crise du coronavirus. Et donc on a décidé de regrouper plus d'une centaine d'offres de services en ligne français dans un guide complet et organisé que vous pouvez retrouver sur notre blog. Dès les premiers moments du confinement, on s'est senti d'abord relativement privilégié de travailler dans le numérique et protégé. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne en aide à ceux qui en avaient besoin avec nos moyens et qu'on contribue ainsi à l'effort national. Donc ce que j'espère maintenant pour l'après-crise, c'est qu'on garde ce bel élan de solidarité, cette entraide, cette collaboration, venir soutenir les plus durement touchés, les plus faibles. J'espère qu'après on gardera ce formidable état d'esprit. Je m'appelle Cécile Houry, je suis psychologue clinicienne en Haute-Loire. Je travaille actuellement en maison d'enfants à caractère social, ainsi qu'en institut médico-éducatif, et prochainement je pense m'installer en libéral pour compléter mon activité. Je fais partie de l'initiative des psychologues solidaires depuis fin mars 2020. C'est en fait un collectif de psychologues bénévoles qui propose des temps d'écoute et de soutien auprès du personnel soignant, du personnel non soignant, des établissements hospitaliers, médico-sociaux et aussi pour les professions libérales. On est plus de 1500 en fait sur toute la France et en Haute-Loire, on est à environ une dizaine. C'est un dispositif qui a émergé avec l'arrivée du Covid en France. Et aussi en fait en réaction des témoignages en fait des soignants qui ont pu nommer un manque de moyens matériels, financiers et puis de reconnaissance de leurs compétences et puis des risques qu'ils prennent au quotidien. Et nous en tant que psychologues en fait on pourrait être facilitateur pour la gestion des émotions, pour mettre des mots et du sens sur ce qui est vécu. Et en plus de ça, en plus des permanences téléphoniques que je propose, moi, je vais aussi devenir modératrice en fait pour les psychologues solidaires dans des groupes d'échange entre nous. J'avais beaucoup de temps libre, donc je me suis dit que j'allais réfléchir à ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de développer comme nouvelles compétences. Donc, en fait, je vais totalement sortir de ma zone de confort en faisant cela. Mais en fait, ça me permet d'échanger avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées en temps normal. Et du coup, je peux aussi participer à des temps de réflexion collective sur nos pratiques de professionnels confinés. Et ça nous permet aussi d'anticiper l'après-Covid à plusieurs. J'aimerais davantage d'humanité en fait dans mon secteur. C'est-à-dire une vraie valorisation des compétences de ceux qu'on appelle les héros d'aujourd'hui pour pas que ça devienne des martyrs en fait tout simplement. Et aussi j'entends beaucoup qu'on dit va y avoir besoin de psychologues, va y avoir du besoin, va y avoir de la logique, mais nous ce qu'on propose pour l'instant c'est du bénévolat et le bénévolat ça marche sur du court terme mais sur du long terme ça ne pourra pas tenir. Donc moi ce que j'attends surtout en fait c'est la manière dont l'État va pouvoir entendre l'utilité du dispositif qu'on propose et voir si on peut avoir des moyens qui seraient attribués à la santé mentale, tout simplement. Pilici est une jeune start-up qui a été créée il y a environ 2 ans maintenant au Puy-en-Velay, suite au concours des BCF Start-up, également organisé au Puy. Et après avoir gagné ce trophée, ça a été pour nous un accélérateur, car le projet a déjà quelques années un petit peu dans les têtes, et c'était l'occasion de créer la société. Nous développons au quotidien
une application qui a vocation à aider les commerçants itinérants, non sédentaires, les commerçants qui bougent finalement, ceux qui sont dans les territoires ruraux le plus souvent, à doper leurs ventes, à booster leur chiffre d'affaires et finalement à gagner une place qu'ils méritent dans des territoires qui sont parfois un petit peu trop oubliés. Dès que l'annonce du confinement a été faite, j'allais dire que ça fait partie un petit peu de nos valeurs, de partager, de créer un lien avec les gens avec lesquels nous travaillons dans l'entreprise. Tout de suite, le constat a été fait qu'il y avait deux hypothèses, c'est soit on se croisait les bras et on stressait sur l'avenir, soit on essayait d'apporter une petite pierre à l'édifice en mettant une partie de notre technologie qui existe, puisque l'application PDC devrait être lancée à l'heure où on se parle. Le lancement sera un tout petit peu décalé, mais on avait la technologie, la capacité à permettre à des commerçants itinérants, des non-sédentaires, des producteurs locaux également, on avait la capacité à leur offrir un outil qui soit un outil qui permette de les localiser et finalement de rentrer en contact avec eux et de gérer les livraisons. On s'est dit, voilà, on a 8-10 jours devant nous pour transformer une technologie qui était faite pour un contexte donné, pour la mettre gratuitement et de manière solidaire au service de tous. Et donc, la carte autour de moi.pdc.fr a été lancée en une petite dizaine de jours de travail. Il y a dans PDC un certain nombre d'éléments qui sous-tendent notre action au quotidien. Déjà, s'intéresser aux territoires ruraux n'était pas quelque chose d'évident. On nous a souvent conseillé, vous savez, l'itinérance, c'est aussi le centre-ville avec les food trucks. Et on a toujours dit non, on veut mêler à la fois un modèle économique. On est une entreprise, il faut pouvoir payer des salaires à la fin du mois et se développer et faire du chiffre d'affaires. C'est intrinsèque même d'une entreprise. Par contre, on veut pouvoir y mêler des valeurs et croire chaque jour au métier que l'on pratique. Donc c'est pour ça que les territoires ruraux, nous, avec ces 17 millions d'habitants, avec tous les problématiques qui entourent ces territoires, nous intéressaient dès le départ pour avoir le sentiment qu'à la fin du mois, au-delà du chiffre d'affaires, on avait aussi mené une action qui avait une vraie valeur pour un public ou pour une population. La crise, finalement, n'a été qu'un accélérateur de ces valeurs qu'on porte au quotidien et c'est surtout ça qu'on voudrait essayer de maintenir maintenant dans l'avenir. C'est de se dire, finalement, on peut avoir une entreprise, on peut avoir un modèle économique, on peut être une start-up innovante, reconnue comme telle par un certain nombre d'acteurs, et en même temps, grâce à la crise, avoir accéléré des choses qui sous-tendaient, qui étaient notre quotidien, mais sans être très clair, de se dire, on a une action, et cette action, on l'amène, et elle apporte quelque chose, au-delà même de trouver des clients. Après, j'allais dire, le monde est le monde, on verra ce qu'il en sortira après cette crise, mais on espère beaucoup que ces valeurs-là resteront. Dans l'après-crise, il y a deux facteurs importants. D'une part, le commerce itinérant ambulant va retrouver sa place. Indéniablement, aujourd'hui, il a retrouvé sa place au centre du village, on en parle partout. Et deuxième aspect, c'est le développement du digital. C'est un secteur qui n'est pas très tourné vers le digital et le numérique. Aujourd'hui, de manière incontournable, il faudra mêler le physique, la rencontre humaine et également des outils digitaux. Et j'espère que PDC trouvera toute sa place dans les mois et dans les années à venir auprès de nos clients. Moi, c'est Léo Lieugier, j'ai 13 ans, j'habite à Beaulieu. Et je fabrique des visières de protection contre le Covid-19 avec mon imprimante 3D. Cette idée a émergé parce que dans l'envie d'aider les autres, en fait. Donc moi, je suis une formation de jeune sapeur-pompier, donc j'ai envie d'aider les autres. Et en surfant un peu sur les réseaux sociaux, en naviguant, je suis tombée sur des makers, donc des personnes qui impriment avec leur imprimante 3D, des modèles comme ça de visières. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer et pourquoi pas lancer le premier modèle dans la foulée pour voir ce que ça donne et si ça marche, lancer une petite production. Cela a engendré pour moi des connaissances plus importantes sur la technologie, la mécanique de l'imprimante en elle-même et les logiciels qu'on utilise. Et cela, oui, ça m'a permis de connaître beaucoup plus. Cette prise d'initiative m'a encore renforcé l'idée plus tard d'être. Il y a deux possibilités que j'avais en tête depuis un petit moment. C'est soit être ingénieur, plus tard faire des études
pour devenir ingénieur dans différents domaines, ou alors faire des études de médecine et partir en médecine urgentiste, donc dans les urgences. Je suis la directrice du CIAS de Rion-Limagny-Volcan. Le CIAS gère le service de maintien à domicile, donc un service d'accompagnement et d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile, le portage de repas. Et en parallèle, il gère aussi l'EHPAD Dr Reynaud à Enza. Moi, je Sandrine Carrier, donc je suis la responsable de l'EHPAD Dr Reynaud à Enza. Donc, on a mis plusieurs moyens de communication à disposition des résidents. Donc, le téléphone avec des prises de rendez-vous, que ce soit l'après-midi. On a mis en place aussi le Skype. Donc, ça permettait du coup aux résidents de maintenir ce lien avec leur famille, de pouvoir se voir. Mais on s'est vite rendu compte que les familles qui étaient avant ce confinement donc très présentes sur la structure, du coup, n'avaient plus de regard sur la vie de la structure au quotidien, savoir ce qui s'y passait, ce que leurs parents faisaient. Donc, du coup, c'est de là qu'est née l'idée de mettre en place cette gazette où on dit un petit peu, la vie de la structure, mais de manière imagée avec des photos, qui représentent tout ce qui se passe sur la structure. Ça permet d'être plus ludique en fait que la lettre institutionnelle que l'on fait régulièrement quand il y a des nouveautés, notamment par rapport à tout ce qui est réglementation, nouvelles consignes, etc. Où là, c'est très officiel. Là, du coup, il y a le côté quand même ludique via les photos et vivant, du coup. Alors, je trouve une certaine créativité et innovation au niveau des équipes de l'EHPAD, notamment, qui nous donnent des idées par rapport aux chanteurs, par rapport aux visites avec les familles. Donc, ce petit journal, ça permet aussi de voir toutes ces créativités, d'innovation. C'est aussi le travail de mutualisation qui existe avec la communauté d'agglomération de Rion-Limagny-Volcan, puisqu'on fait appel au service communication pour mettre en forme ce journal. Et du coup, il est comme il est grâce notamment à une graphisme. Nous, on ne pourrait pas faire ça comme ça. On a quand même beaucoup de messages des familles qui effectivement trouvent du coup cette idée originale et du coup très réconfortant pour eux parce que du coup l'effet qu'on souhaitait avoir du coup on l'a et c'est un côté rassurant pour eux de pouvoir voir ce qui se passe sur la structure. Ce lien que on retrouve, alors est-ce que c'est via la gazette? Je pense que ça en fait partie. Je pense que les familles se sont rendues compte du travail qui était fait sur les structures. Et il y a un lien qui s'est créé entre les familles et les agents. Et j'espère que à l'après-confinement, ce lien, et cette solidarité qui s'est créée, du coup, restera après le confinement. Du coup, moi, j'aimerais qu'on reconnaisse le domaine du personnel soignant, mais beaucoup plus largement du médico-social. Donc, on parle beaucoup de la loi autonomie grand âge, effectivement, qui devait paraître depuis quelques temps. Et là, j'espère qu'on va quand même reconnaître le travail effectué que l'on effectue, que ce soit à l'EHPAD ou que ce soit dans le médico-social au niveau du domicile. Et d'une façon beaucoup plus large, on voit bien aussi le travail formidable que font les hôpitaux. Et toutes ces personnes ont quand même... il y a un manque de reconnaissance en fait de ce type de personnel. Bien oui, je suis proche collaborateur d'Abrigeon, qui est le président d'un groupe qui intervient sur une dizaine de départements. Il y a 350 salariés et tout un groupe d'entreprises. C'est réuni sous la holding Infini Développement qui est à Beaumont, juste à côté de Clermont. Donc moi je suis arrivé comme directeur du développement il y a 2 ans, après avoir fait 26 ans de journalisme dans ce domaine.
Voilà. Oui, le confinement qui a été décidé mi-mars a entraîné des dispositions qui ont mis dans le désarroi des familles parce que pour la première fois, on se retrouvait dans une quasi-impossibilité de reconnaître les corps dans des conditions quand même dramatiques puisqu'il y a des gens qui sont morts alors qu'on ne s'y attendait pas du tout avec ce fameux Covid. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité que de recourir bien sûr à l'informatique parce que c'était le seul contact qui était possible par la toile. C'est ce que d'ailleurs on retiendra de cette période. Donc, en fait, moi, j'ai pris en compte le fait qu'on est dans un service public et que ce service public est, je dirais, minoritairement dédié à la résolution physique du défunt, donc soit au cimetière, soit au crématorium. Ce qu'on oublie tout le temps, à 90% de ce service public, c'est qu'il s'agit d'accompagner psychologiquement le deuil. Donc, si vous voulez, cette partie qui est la plus importante à mon sens dans le service public des pompes funèbres a été mise de côté par les circonstances. Donc il a fallu trouver les moyens de continuer à répondre à l'accompagnement psychologique du deuil. Donc c'est ce qu'on a fait et j'ai mis en place un système avec notre opérateur informatique pour pouvoir créer en visioconférence des cérémonies au sein du cercle familial. Voilà, les familles ont la possibilité de rejoindre ce site. Qu'elles fassent appel à nous ou pas du tout d'ailleurs, hein. Les familles des concurrents pouvaient aussi faire appel et peuvent encore faire appel à ce service qu'on a mis au point gratuitement pour tout le monde. Oui, je pense que d'abord il y a un constat. On est dans une société en perte de repères et on se rend compte que le recours à un système informatique ne comble pas ce manque de repères. Et on voit aussi qu'il y a un décalage entre la pratique dans les cercles familiaux et puis les nouvelles technologies. Donc, si vous voulez, ça partait d'une bonne intention, simplement, c'était pas forcément adapté pour l'instant à la situation. Les gens sont pas très agiles sur Internet. Je pense que ça va se résoudre assez rapidement, sauf que l'essentiel du problème, c'est de réaffirmer la valeur de l'individu. Je pense qu'il faut qu'on sorte du système où les individus sont essentiellement des citoyens ou des consommateurs et qu'on redécouvre en fait la vraie valeur de l'individu sur le plan sacré. Écoutez, je vais être très pratique. Hein. Je viens de récupérer des pompons en argent massif. Je vais essayer de développer un drap de corps de luxe qui sera proposé à tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, pour vraiment montrer que l'individu et sa souffrance a un empire sur nous. Je suis Estelle Tessier, j'ai intégré la Chambre d'agriculture depuis quelques mois, donc je suis plutôt nouvelle. Et depuis donc 5 mois maintenant, je suis animatrice circuit court et filière émergente à la Chambre d'agriculture de Pixel. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les producteurs en circuit court sur tout le département. Et je suis également animatrice du réseau Bienvenue à la ferme du territoire. Donc, c'est un réseau qui regroupe des adhérents agriculteurs qui font des circuits courts, de la vente directe et de l'agritourisme. Alors, la crise sanitaire a vraiment impacté directement certains producteurs en circuit court parce qu'ils ont vu leurs débouchés se fermer. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour écouler leur stock et pour éviter que ça parte à la poubelle finalement. Et de l'autre côté, il y a le consommateur qui s'est un peu plus sensibilisé au consommer local, à la recherche de produits sains et frais et locaux. Donc, avec ces deux parallèles, la Chambre d'agriculture a essayé de se mobiliser pour aider les producteurs à écouler leur stock. Donc, on a d'abord fait une newsletter à destination de ces producteurs-là et on a ensuite mis en place une carte interactive qui a permis de recenser les producteurs qui souhaitaient, les producteurs qui faisaient de la vente directe autour de chez eux et de la livraison. Donc, ce n'est pas du tout une carte exhaustive, hein, c'est vraiment les producteurs qui ont souhaité se faire connaître auprès des habitants qui étaient autour de chez eux.
Et donc, on a quand même été pas mal en contact avec ces producteurs en circuit court-là. Et on a vraiment ressenti le besoin d'essayer d'aller encore plus loin et d'essayer de créer du débouché. Donc, c'est là qu'est venue l'idée du drive fermier. Donc, cet outil-là, elle existe sur tout le territoire et notamment dans le Cantal. Donc, j'ai pu aller visiter pour voir comment ça se passait. Ils ont pu nous aider aussi sur la mise en place de notre drive fermier. Et avec cela, en plus, il y a le réseau de la Chambre d'agriculture qui a mis en place le drive qui a permis de rendre plus flexible, plus souple la construction des drives fermiers en un temps record. Et alors qu'habituellement, il faut quelques mois pour créer le drive fermier sur d'autres départements. Et donc, c'est avec ce contexte-là qu'on a commencé à ouvrir un premier point de retrait donc, au siège de la Chambre d'agriculture à Aubière. Et au même moment, on était en contact avec la communauté d'agglomération Rion-Limagne-Volcan. Donc, ils nous ont aidés à trouver un deuxième point de relais, donc, qui est dans les locaux de RLV à Rion. Alors, le bilan, c'est qu'on est à 3 drives actuellement, avec un peu plus de 300 commandes passées et 32 producteurs impliqués. Donc cette crise, ce drive a quand même permis de mettre un gros coup de projecteur sur les producteurs en circuit court. C'est la profession, on a eu quand même besoin et ça fait plaisir à voir quand même. Et ensuite, donc, on a ressenti une réelle solidarité qui s'est créée entre les producteurs. Donc hormis le cadre de notre drive fermier, il y a d'autres initiatives qui se sont mises en place sur tout le territoire de Picton. Il y a d'autres drives, il y a des producteurs qui se sont associés pour vendre ensemble leurs produits. Il y en a qui se sont mis à faire de la livraison à domicile. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas vues avant, qui se faisaient peu, donc, qui a permis de s'enclencher pendant la crise. Et que ce projet, moi je retiens également que ce projet-là, il a pu voir le jour grâce à un investissement vraiment collectif entre le réseau de la Chambre d'agriculture, entre le réseau de Bienvenue à la ferme, entre tous les producteurs qui se sont investis, les consommateurs qui sont venus et qui sont revenus, et avec notamment le partenariat avec les collectivités territoriales, dont Rion, Limagne et Volcan. On a vu cette solidarité qui s'est créée entre les producteurs, donc moi j'espère qu'elle va continuer. Et j'espère que la solidarité entre le producteur et les consommateurs va également continuer, que le consommateur va continuer à consommer local et à faire jouer cette économie de proximité. J'aimerais bien aussi, on aimerait bien, la Chambre d'agriculture aimerait bien voir ce drive fermier continuer. Donc là, pour l'instant, il a des vertus éphémères. Mais à terme, on aimerait que ça continue et continuer de fournir le consommateur en produits fermiers et toute la diversité de produits fermiers qu'on trouve sur le territoire. Et puis moi aussi, je tiens à remercier tous les producteurs qui se sont impliqués et puis les consommateurs qui sont venus au drive.